La marque Cloudray est citée à de nombreuses reprises dans cette vidéo. Sachez qu'il ne s'agit en aucun cas de placement de produits ou de publicité dissimulée. La marque a vraiment été un très bon partenaire dans mon projet, voilà, pour l'amélioration de mon laser de la honte. J'ai vraiment été très satisfait de leur service et de leurs tarifs. Sur ce, bon visionnage à tous. Salut les makers, CrazyDoob. Quelques mois après la présentation du laser de la honte et quelques mois de travail plus tard, je suis en mesure de vous présenter un laser qui ma foi est plutôt pas mal. Je n'ai au final conservé que le châssis et le système de guidage. 90% de l'électronique et de tout ce qui est électrique d'ailleurs a été remplacé. Un petit peu de mécanique également, donc on va pouvoir ouvrir un petit peu le carter. Donc on va allumer le laser. Donc en fait on a déjà ici un petit panel. La première modification ça a été en fait le panel qui est ici. Donc j'ai ajouté 1 mA pour mesurer le milliampérage, enfin ampérage du tube laser. Un bouton d'arrêt d'urgence, un petit module de lecture de la température du liquide de refroidissement, on reviendra un peu après. Pour ceux qui suivent les tutos Fusion 360, vous savez déjà de quoi il s'agit, puisque j'avais fait un petit tuto justement pour cette chose là. J'ai également ici le petit slot USB pour la carte, donc ça qui est propre au Ruida 6445. J'ai également ici un petit bouton derrière qui me permet d'allumer et d'éteindre le gros ventilateur d'extraction qui est juste derrière. La grosse avancée, j'en avais déjà parlé, c'est l'installation du Ruida 6445, donc sur un support imprimant 3D, hein, ça je l'avais déjà montré. J'ai également ajouté ici un petit bouton qui me permet de switcher entre l'axe Y et le petit rotary. Le rotary en fait c'est le module qui permet de mettre une pièce cylindrique. Donc j'ai mis une petite prise qui est juste ici, ça me permet en fait de brancher directement dessus mon module rotary et en fait je viens le sélectionner avec ce bouton là. Chose qui est plutôt pratique ma foi. Concernant l'électronique, j'avais déjà survolé le sujet. Là, on va dire que c'est à 99% terminé. Je vais juste en fait ici avoir un relais 24 volts à ajouter pour le contrôle de la pompe à air. J'avais installé un relais, voilà, un truc qui était un peu vieillot, qui a cramé, donc je dois le remplacer. Là actuellement, voilà, le 220 est juste raccordé avec un domino, mais bon, voilà, raccorder un relais, ça n'a rien de sorcier. Donc là, le remplacement ici de l'alimentation 24 volts, donc il me sert en fait à alimenter ceci et puis les DM542 et le TB6600 pour l'axe Z. Donc on voit le Ruida qui a été installé ici, donc il manque juste, comme je disais, la partie qui concerne la pompe à air, donc il sera raccordé directement dessus. Donc ce qui a été amélioré dessus, c'est la précision et puis les possibilités de contrôle. Donc on a ici les axes X, Y et Z, on verra après. Oui, j'ai ajouté un axe Z sur la machine qui sont raccordés ici. De l'autre côté, on a les différentes butées, et notamment une butée Z, puisque oui, messieurs, dames, et mesdemoiselles et messieurs, j'ai ajouté un autofocus sur le laser, donc on verra après ce que c'est l'autofocus. J'ai mes deux drivers X et Y qui sont ici, le petit driver pour le Z ici. À savoir que l'alimentation a été remplacée ainsi que le tube, je l'avais présenté précédemment. Voilà, je suis parti sur un kit complet de chez Cloudray. Je l'ai bien dit, Cloudray. À savoir que je tiens à souligner quand même la qualité du service après-vente de Cloudray, puisque l'alimentation, ma première, a lâché pour je ne sais quelle raison, elle ne démarrait plus. Je les ai contactés, ils m'ont renvoyé sans aucune condition l'alimentation. C'est vrai que c'est une alimentation qui vaut une centaine d'euros, donc voilà, je tiens à souligner quand même. J'ai même pas eu à retourner l'autre, donc voilà, chapeau bas Cloudray pour ça. Voilà, donc une alimentation complètement nettoyée. Je ne sais pas si on la voit juste ici en haut. Si on l'aperçoit, j'ai également une petite alimentation 5 volts. Cette alimentation elle me sert à alimenter forcément le petit écran qui est juste en haut, principalement. Je réfléchis ce que ça peut. Et puis ça alimente également la petite diode laser qui permet de. Enfin le petit pointeur qui permet de situer la position du laser. Concernant la partie guidage, il n'y a pas eu de très gros changements, si ce n'est que voilà, j'ai démonté un petit peu tout le système de fixation épais en noir. Parce que voilà, j'ai travaillé certains matériaux qui ont un pouvoir un peu corrosif. On voit que mon nid d'abeille il a morflé un petit peu d'ailleurs pour ça. Voilà, donc j'ai tout peint également les vis, voilà, histoire de vraiment tout protéger.
J'ai ajouté, donc on l'aperçoit juste ici, un petit capteur Z pour l'autofocus. Donc ça, il y a un tuto Fusion 360 qui est ou qui arrivera sur la chaîne. Je ne sais pas encore dans quel ordre ce sera publié, mais en tout cas voilà pour la petite patte de fixation. Ça fait un tuto qui va bien. Voilà, après pour le reste, un bon réglage des miroirs, hein, ça je l'ai présenté, il y a un tuto vraiment très complet, j'ai même fait un guide par écrit avec des schémas pour vraiment bien expliquer la chose. Ça m'a apporté énormément de puissance et puis une qualité d'alignement qui était pas présente de base, donc ça c'est quelque chose de très important à faire. Je vous parlais également d'un axe Z qui est maintenant piloté par le boîtier Ruida. Donc en fait de base j'avais juste ici à la place de cette prise un bouton qui me permettait de faire monter et descendre l'axe Z. J'ai remplacé le bouton donc par cette petite prise et le moteur 220 volts par un moteur pas à pas avec un motoréducteur, je vous montrerai juste après. Ce qui fait que maintenant depuis le Ruida j'ai la possibilité en fait de positionner comme je veux le plateau. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui était quand même vachement fastidieux. Et l'avantage en plus en ayant ajouté ce contrôle, c'est que maintenant j'ai pu implanter un autofocus. Donc j'ai remonté suffisamment le plateau pour pouvoir le tester. Je peux donc positionner ma pièce à graver. Je vais ajuster un petit peu plus la hauteur. Voilà, c'est bon. Donc en gros, je vais me positionner à l'endroit que je veux graver. Je peux utiliser le bouton focus. Et la machine en fait va venir automatiquement me régler l'ensemble à la bonne hauteur. Voilà, ce qui fait que maintenant si je prends mon petit point laser, je pense qu'on l'aperçoit bien, si je fais un pulse, voilà, je tape exactement au bon endroit. Je vous parlais du remplacement du moteur, donc en fait le moteur il est juste là-bas dans le fond avec un motoréducteur, à savoir que d'origine en fait j'avais un moteur comme celui-ci, donc en 220 volts, donc quelque chose qui n'était pas pilotable. Donc là l'avantage maintenant avec ce système c'est que voilà, le moteur peut entraîner la chaîne et me permet du coup un réglage sur Z vachement facile. Concernant les réglages à la première utilisation, alors on va avoir en général le contrôleur qui sera en chinois, donc on va aller dans menu, on va prendre la dernière case ici en bas à gauche et arriver ici, on va faire entrer, voilà, et on va retrouver du coup l'ensemble des langages disponibles. Donc on a le français, la traduction est pas forcément super, donc j'utilise souvent plutôt l'anglais, mais bon après voilà c'est un choix que vous pourrez faire. Les premiers réglages à effectuer sur la machine vont être à faire dans réglages d'usine, donc on nous demande un mot de passe qui est RD 8888, donc RD 8888, entrée. Et en fait là on va retrouver les différents éléments liés au déplacement. Donc ça sera à chaque fois la même chose hein, sur les différents axes. Donc la direction, la polarité de la direction, donc ça c'est si on veut inverser le sens de marche, en gros on a un axe qui va à l'envers par rapport au bouton. Qu'est-ce qu'on va avoir? La polarité des butées fin de course. La longueur du pas, donc ça c'est important, c'est le nombre de pas par millimètre. Donc là je dirais qu'il faut vraiment aller un petit peu à tâtons, c'est-à-dire mettre une valeur théorique si je puis dire. Et en fait après vous avez une petite fonction qui permet de calculer. Donc là voilà, dans calculer vous allez avoir longueur du gérap et longueur de mesure. C'est-à-dire qu'en gros il faudra mettre à 0 l'axe sur le contrôleur, hein, donc c'est-à-dire en bougeant la flèche. Une fois que c'est à 0 vous faites un déplacement, je vais dire par exemple de 200 mm. Vous pourrez relever ici 200 mm dans longueur du gérap et juste en dessous mettre la longueur mesurée dans la machine. Et en fait la machine va calculer automatiquement la correction et vous générer la bonne valeur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un calcul à faire, ça va dépendre du nombre de micro-steps, donc les micro-pas que vous allez paramétrer sur les TB6600 ou les DM542 ou autres contrôleurs, mais voilà, les micro-pas. Donc si jamais vous voulez faire un rapprochement par rapport à une machine Gerbel ou une imprimante 3D, ce sont les petits cavaliers qui vont en dessous des petits drivers moteurs. Hein. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Vous allez pouvoir régler un petit peu les accélérations, etc. Ça, les accélérations, ça peut être intéressant si jamais vous avez une vitesse très élevée. Quelquefois, le contrôleur en fait va décrocher. Donc ça peut être pas mal aussi. Ça permet de compenser ce genre de choses. Donc sur Y, sur Z. Sur U, donc le U, à savoir que si vous voulez raccorder votre système de rotation, donc la petite machine qui permet de faire tourner les pièces, en gros la machine c'est ça, hop, je sais pas si on va la voir correctement, voilà c'est le petit
le petit Rotary module. Si vous voulez raccorder ça, ça ne va pas sur le U. Hein, ça c'est important. Le U en fait c'est ça. C'est en gros si vous avez un système d'approvisionnement, c'est-à-dire une machine qui est ouverte avant-arrière, vous pouvez faire avancer automatiquement les pièces. C'est ça le système U. Que voilà, si vous voulez raccorder le système Rotary, il se raccorde sur l'axe Y, mais avec un paramètre intermédiaire. Les paramètres du laser, donc si vous avez une ou deux têtes laser, la puissance maximum, donc je vous recommande vivement de la brider. Ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment, enfin en tout cas qui n'est pas assez dit sur internet et par les fabricants. Voilà, quand vous avez un tube estampillé 100 watts, l'idéal c'est de ne pas dépasser 70 watts, je vais dire. Moi personnellement j'ai fait le choix de brider à 65%. Donc pour voir un peu le nombre de milliampères que ça représente, bah, moi je peux regarder soit sur mon alimentation, soit sur le boîtier, enfin sur mon petit milliampère-mètre au-dessus. Mais voilà, en général 65-70% c'est bien. La puissance minimum, la fréquence du laser, donc ça la fréquence laser c'est quelque chose que je ne connaissais pas. En gros c'est le nombre d'impacts à la seconde, puisque c'est en hertz, enfin en kilohertz même, le nombre d'impacts à la seconde, c'est-à-dire que pour couper du bois vous allez forcément avoir besoin de moins d'impact que pour couper du plexi pour avoir une découpe bien lisse et bien nette. Voilà, donc ça c'est une chose un petit peu importante avec laquelle on peut jouer. La fréquence de préallumage n'est pas utile sur un tube CO2. Niveau laser low, donc ça c'est voilà, c'est si on veut inverser le signal du laser, c'est-à-dire en gros quand vous allumez votre machine, si votre laser est allumé, et ben il faut inverser ce signal. On a la configuration ici en haut, un tube, en tube vert, et la sécurité du laser qui est à 75%. Les configurations machine, bah, c'est si vous voulez activer les protections d'eau, etc. Si vous voulez activer le flux d'air également, la protection du laser, enfin voilà, tout ce qui va bien. Possibilité également si vous souhaitez d'ajouter des petites lampes sur la machine. Moi personnellement je ne l'ai pas fait, hein, c'est des petites lampes de sécurité, début de cycle, fin de cycle, voilà, ça c'est plutôt utile si vous êtes en atelier et que vous avez un parc de plusieurs machines à gérer, hein, ça permet d'avoir une lampe qui affiche les fins de cycle. C'est pas nécessaire moi pour une machine dans le garage. Concernant les réglages suivants, on va avoir dans réglages suivants, donc les réglages utilisateurs, on va retrouver ici les différentes vitesses de coupe, etc. Les facteurs vitesse, les accélérations. La même chose pour le balayage, donc si on fait de la coupe ou si on fait de la gravure. Sur les alimentations, on s'en fiche. Le mode bordure, c'est si on veut, en fait on a le petit bouton frame qui permet de venir dessiner sur la pièce le contour de ce qu'on va graver en fait. On peut le faire avec ou sans laser, ça permet de placer correctement un visuel qu'on voudrait graver. La mise à zéro des axes, donc les vitesses de mise à zéro des différents axes, et avec possibilité de mettre à 0 sur X, sur Y et Z. Le retour, donc c'est à quel endroit en fait la tête retourne à la fin d'une usinage tout simplement. Le focus, donc là la distance entre la mise à zéro du capteur et la pointe, enfin et la position plutôt de gravure, c'est-à-dire qu'en gros le capteur vient faire sa prise de focus et après il vient se reculer d'une certaine distance pour vraiment laisser, moi en l'occurrence 10,8 mm entre la pièce et le bout de ma buse, donc en gros 50,8 mm par rapport à la lentille. Donc ça c'est propre à votre lentille en fait, hein, quand vous achetez la lentille, il faut regarder la longueur focale, en général c'est 50,8 mm. Ce qui est valable aussi hein, pour une mise à niveau manuelle hein, d'ailleurs, voilà. Donc ça on s'en fiche. La rotation, donc là c'est comme je vous disais, en fait on a deux modes sur l'axe Y, le déplacement sur Y ou le mode en rotation. Donc le mode rotation, quand on l'active, il faut passer par une prise à part ou alors brancher directement le module Rotary sur l'axe Y. Donc on va avoir le nombre de pas par millimètre, donc il faudra calculer aussi. Donc là voilà, en faisant des petites recherches sur internet, vous trouvez, il y a une petite formule, c'est pas très compliqué. Le diamètre des petits rouleaux en fait, voilà. Et puis on active ou on désactive. Moi en l'occurrence c'est désactivé, puisque forcément si vous activez le mode, n'ayant pas le même nombre de pas par millimètre, le déplacement sur Y ne se fait pas de la même manière avec la pièce qui tourne qu'avec un déplacement à plat sur le plateau. J'espère que j'étais à peu près clair, je pense. Et puis ça, ouais, ça après c'est des réglages un peu superflus. Concernant l'utilisation avec une clé USB, c'est une petite prise en main à faire. Alors je vais me déplacer légèrement pour bien comprendre. Voilà, donc je vais mettre ma clé USB dans mon slot ici en haut.
Voilà. Pour accéder au fichier, on fait File, Fichier USB, Lire fichier USB, et là en fait on va retrouver les fichiers qui sont sur la clé USB. Et là on fait vers mémoire. Alors là j'ai un problème de nom, c'est parce que le fichier existe déjà dans ma machine en fait, tout simplement. Il va me faire pareil ici, voilà, problème de nom. En fait ça crée un doublon, donc il ne me le copie pas. Et après, une fois qu'on a copié, voilà, on retrouve ici la liste des différents éléments. Donc là on peut apercevoir ce pourquoi la machine a beaucoup tourné ces derniers mois. Donc les feuilles de visière Covid. J'en ai coupé pas mal. J'en ai coupé 890 je crois de mémoire. D'où le mauvais état du plateau. Voilà, surtout que j'ai utilisé des matières qui sont pas forcément super recommandées, hein. J'ai coupé du PVC. Donc quand on dit que le PVC attaque les métaux, enfin en tout cas les vapeurs de PVC, c'est tout à fait vrai. Vous pouvez le voir donc sur le plateau effectivement, vous pouvez le voir ici également. Au niveau de ma barre, elle est complètement bouffée, donc il faut que je la démonte, que je la décape et puis voilà, que je la reprotège correctement. Voilà, donc j'ai chargé une petite pièce, je vais faire un petit test de gravure découpe. Bon, à savoir que là la découpe ne sera pas parce que c'est du bois trop épais. J'ai plus de contrepaquet en stock, mais bon voilà, le résultat sera de toute façon le même, vous verrez un petit peu le résultat final. Donc j'ai volontairement pour une fois travaillé la porte ouverte, c'est bien sûr à éviter normalement. Donc pour venir graver, on peut venir positionner notre point où on veut, donc on va déjà faire un focus. Voilà. Donc la machine va prendre tranquillement sa bonne position. Voilà, le focus est pris, donc je vais pouvoir positionner le haut gauche de mon visuel. Donc je vais faire un origine, donc le petit bouton origine pour définir une origine. Je vais faire file, reprendre mon porte-clés, voilà. Là. Et là du coup je peux venir faire ma gravure. D'où l'intérêt de ne pas travailler la porte ouverte. Voilà, donc en fait je l'ai mis en puissance très faible parce que je travaille d'habitude un autre bois qui est plus foncé, donc qui marque un peu plus. Voilà, du coup on a un peu le résultat. Quelque chose de vraiment pas mal. Les différentes améliorations que je vous ai présentées, vous l'aurez compris, améliorent énormément le fonctionnement de la machine, la rendent beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus versatile. Elle va permettre l'utilisation de fichiers plus standards comme le DXF ou les WG. Par exemple, générer un fichier sous Fusion 360 et le graver, ce qui était quand même un chemin de croix, faut le dire, avec Corel Laser et la M2 Nano d'origine. Il faut savoir également que les améliorations vont permettre de protéger le tube, donc de mieux le faire vieillir, puisqu'on va pouvoir brider la puissance du tube. Donc ça c'est quelque chose qui est une notion qui est très importante et qui n'est pas forcément pris en compte, à moins que de jouer voilà, avec le petit potentiomètre qu'on a sur la plupart des machines d'origine. Possibilité également, comme je l'ai fait, d'ajouter un bouton d'arrêt d'urgence. Voilà, donc ça mine de rien, c'est un petit détail, mais ça permet de protéger l'utilisateur. Voilà, c'est toutes des petites fonctions. Ça permet également de faire taire la machine entre deux. Là, c'est pas le cas parce que j'ai pas encore mis le relais. Mais voilà, de couper la pompe à air entre les utilisations. L'autofocus qui permet de faciliter également forcément la mise à niveau de la tête par rapport à la pièce à graver. Enfin, voilà, de nombreuses choses qui font que ça vaut vraiment la peine de passer quelques semaines ou quelques mois à modifier la machine.
Si vous avez des questions, des commentaires, j'imagine qu'il y en aura vu la complexité de ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur YouTube pour nous soutenir si vous le souhaitez. N'hésitez pas à échanger avec nous sur les réseaux sociaux. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.